Salut, c'est Mehdi de la chaîne Nihonbashi. Dans ce deuxième épisode de rubrique review, on va parler d'un manga dont l'imaginaire n'a d'égal que la qualité de son récit, Magus of the Library. Magus of the Library est un manga de Mitsui Izumi, disponible chez les éditions Kiyun en 4 volumes. Le titre a débuté en novembre 2017 chez le magazine mensuel Good Afternoon de Kodansha. L'auteur s'était déjà d'abord illustré en tant que dessinatrice de la série Anohana, adaptation de l'anime du même nom, disponible en 3 tomes chez Panini. Ensuite, elle a commencé sa carrière de scénariste avec le titre Seventh Garden, édité par Delcourt Tonkam en 8 tomes. La série est d'ailleurs pour l'instant stoppée. Son style semble déjà très affirmé dans Anohana, avec un sens du détail et du décor fabuleux. Ce sens du détail, on le retrouve d'ailleurs dans Seventh Garden, dans un tout autre ton, où elle exprime son art à travers des scènes de violence et de combat. Ce trait, alors déjà bien développé, s'étoffe encore plus parmi les différents paysages dessinés au sein de Magus of the Library. Alors Magus of the Library, de quoi ça parle? Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources. Jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses voeux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser? Un premier tome qui met surtout en lumière le décor sur lequel va se poser Magus of the Library, entre espoir, aventure fantastique et conflits ethniques et politiques, tout en mettant en fond quelques éléments propres à l'histoire de la civilisation grâce à l'utilisation des ombres chinoises. Un premier récit que l'on peut rapprocher à des mangas comme One Piece, Hunter x Hunter, voire même quelques éléments qui ne sont pas sans rappeler la quête de Dai. Alors, en quoi Magus of the Library est-il intéressant? La première chose que l'on remarque durant la lecture, c'est la place du livre et son utilisation. Elle permet de connaître le contexte dans lequel s'inscrit l'histoire et permet à l'auteur de bien définir les thèmes qu'elle veut traiter, qui sont autant vastes qu'il y a différents types de livres. Ainsi, la première chose que l'on voit du récit, c'est ce contexte social propre à Magus of the Library. En théorie, les bibliothèques sont ouvertes à tous. Mais le protagoniste, du fait de son statut social de, je cite, crève la faim des faubourgs, ne peut y accéder. Il y a donc un mépris social évident que l'on voit aussi par les nombreuses insultes, que cela soit donc sur son statut social ou sur ses différences physiques et ethniques. C'est donc une société inégalitaire qui se dessine où l'accession à une bonne éducation, aux outils du savoir, ne dépend que de ta naissance. Autre chose d'intéressante dans le récit, c'est qu'il y a une opposition entre le protagoniste et José Ménès. Le niveau de richesse est déjà très facilement identifiable entre notre héros et le directeur. Mais cette opposition est d'autant plus soulignée par la différence d'utilisation du livre en fonction du statut social. Le livre n'est plus un recueil de savoir, de connaissances, mais représente alors un objet démonstratif d'un certain niveau de vie. Cela devient donc un symbole d'opulence. C'est un objet qui permet de faire comprendre aux personnes que le directeur de la bibliothèque d'Amun est plus sage, au-dessus de tout le monde. Sa richesse d'esprit n'a semble-t-il aucun équivalent. C'est en totale déconnexion avec l'utilisation dont fait preuve le petit Topi. Le livre, pour lui, est un objet qui lui permet de s'évader de sa condition, d'être transporté dans un autre monde, devenant quelqu'un d'autre. Une jolie opposition apparaît alors entre son statut social dans la réalité et celle de son imagination. Il rêve, espère un autre monde. Il se déconnecte de tous les vices qui l'entourent. Le livre fonctionne alors comme une porte d'entrée, une ouverture à un autre monde, un moyen d'échapper à la réalité. La façon dont l'auteur va réussir à résoudre ce contexte particulier au sein du village est tout autant lié au livre. Le livre est un recueil de connaissances et va retrouver ce rôle par la suite. Le livre fonctionne alors comme une façon d'appréhender le monde de Magus of the Library, de le découvrir. Mitsui Izumi part de ce constat-là. Existe-t-il réellement une haine de l'autre? Mais ne serait-ce pas plutôt une incompréhension vis-à-vis de notre prochain? Des personnes, des peuples qui s'éloignent autant sur le plan physique que culturel. Des personnes dont les actions s'éloignent de notre façon de penser. Plutôt qu'essayer de critiquer, Mitsui Izumi va essayer de changer la manière dont on appréhende le monde qui nous entoure. Apprendre de l'autre, c'est essayer de le comprendre, s'en rapprocher, l'accepter. Le livre fonctionne alors comme un élément rassembleur, une connexion à travers toutes les cultures du monde. Cette vision, on peut la voir avec le point de rupture entre le protagoniste enfant et Shio. Lorsque Shio décide de s'imposer, de ne plus avoir ce côté effacé, il décide alors de ne plus rêver, mais justement de s'inscrire dans la réalité. Il décide de s'ouvrir aux autres, de ne plus être passif, victime.
Son statut change alors. Il n'est plus oreille pointue, mais Shiofumis, un habitant à part entière. Cette manière d'appréhender le livre, on la retrouve aussi avec l'utilisation des ombres chinoises. Le livre, d'après les personnages, c'est la transmission d'une pensée au plus grand nombre. Les ombres chinoises ou théâtre d'ombre prend son origine en Asie. Le lieu exact entre l'Indonésie et l'Inde fait encore débat. Le théâtre d'ombre, âgé depuis plus d'un millénaire, se caractérise par sa diversité dans sa conception. En Asie du Sud-Est, par exemple, on a pu observer le wayang doté de marionnettes opaques, où il existe des centaines de genres qui dépendent du mode de figuration et du cycle narratif, comme par exemple le parwa, qui fait référence à des récits mythologiques dépendant de deux contes, le Mahabharata et le Ramayana. Le wayang d'ailleurs est toujours d'actualité, car elle a été utilisée pour narrer l'indépendance de l'Indonésie en 1945. En Thaïlande et au Cambodge, on a le Nong Talung, qui s'inspire du Yingxi en Chine, qui se différencie par ses marionnettes translucides et coloriées. Le théâtre d'ombre va même s'exporter jusqu'en Turquie, où on aperçoit des techniques similaires avec le karagoz, art populaire qui se différencie par son côté satirique. On peut d'ailleurs rapprocher selon moi l'esthétique des ombres chinoises de Magus of the Library à celui du théâtre Wayang Kulit ou celui du Tolpava Kutu en Inde. Le théâtre d'ombre se caractérise donc par sa grande diversité dans l'utilisation du spectacle et ce qui permet encore aujourd'hui de remplir cette fonction de transmission. Ce parti pris s'explique par l'univers de mort qui se dégage du spectacle. Les marionnettes noires qui se différencient uniquement par leur caractère ethnique, l'aspect vieillot et consommé du rouleau, ainsi que l'utilisation du narrateur, permettent de tirer une certaine tension au sein du récit, qui va conduire à un climat d'appréhension, de peur vis-à-vis de l'histoire, tout en faisant passer un propos pédagogique compréhensible par tous, derrière le côté ludique que peut représenter un spectacle de marionnettes. Ainsi, le récit de violence fait office de morale, de leçon envers le futur. C'est un événement recueilli afin de ne pas le reproduire. Au cours de cette lecture, le livre possède un rôle omniscient. Il est à la fois le garant d'un ordre social, mais est aussi au cœur des politiques scientifiques, pédagogiques et artistiques. Il représente à la fois le passé, mais dicte aussi les comportements futurs. Mitsui Izumi, à travers ce début, installe un climat de violence, d'incompréhension que le jeune Chio subit de plein fouet. En suscitant l'empathie, l'émotion chez le lecteur, elle veut sensibiliser celui-ci tout en réattribuant la place du livre dans notre conception du monde. Mais ce qui caractérise tout autant Magus of the Library, c'est cet éloge de l'épique, du fantastique. Cet éloge, on la retrouve d'abord par ses références culturelles. Le manga de Mitsui Izumi ne s'en cache pas. Il y a une inspiration directe avec le conte des mille et une nuits, tant par la culture orientale que par ses légendes et son bestiaire, le cheval d'ébène étant un bon exemple. On peut même rapprocher ce premier tome à l'un des nombreux récits relatés par le conte des mille et une nuits, celui de Sinbad le marin, un marchand pauvre devenu riche au cours de ses 7 aventures, vantant son courage, sa force et son esprit, et dont l'un des premiers voyages impliquera même un oiseau de feu que l'on rencontrera au cours du tome, le roc. En plus de cette référence, la structure quasi caricaturale du récit nous rappelle les Neketsu. Qui de mieux que ce genre pour traiter l'aventure? Shio partage des caractéristiques similaires à ses héros. Orphelin, rêveur, honnête, innocent et doté de capacités uniques. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est sa soumission. Ce qui est très éloigné des autres héros qui représentent alors des allégories de la liberté qui refusent, se révoltent contre cette soumission. Ainsi, on peut l'observer chez une autre référence célèbre, c'est la piraterie. Le pirate est l'allégorie même de l'aventure, du danger, de la liberté. Et qui, comme dit précédemment, va permettre à Shio de découvrir, de s'ouvrir à un autre monde, un moyen d'échapper à la réalité monotone, ennuyante qu'il vit chaque jour. Il recherche alors quelqu'un, un héros, capable de le libérer, de l'emmener comme le fait dans ses rêves Shahrazad. Et c'est Sedona qui va jouer ce rôle, mais de façon plus particulière. Sedona est un personnage aux manières théâtrales, qui ne peut laisser indifférent personne, et surtout pas Shio, empli d'admiration, qui voit en lui un héros romanesque. Mais Sedona ne l'emmène pas, ne le libère pas, mais au contraire, le pousse à se défaire de ses chaînes, à s'imposer par lui-même, à devenir le propre héros de son histoire. Chacun est maître de son destin. Il transforme alors Shio en héros neketsuesque. Il déclenche alors le déclic chez celui-ci. Shio devient alors lui-même Shahrazad et construit sa propre histoire, son propre livre. Au travers d'une ode à l'aventure, Mitsui Izumi raconte l'histoire d'un petit lecteur qui, comme nous enfants, rêve, mais décide alors de prendre en main son propre destin. Rien n'est immuable. Comme conclusion, je pense que je peux dire que j'ai adoré ce début. On peut tout de suite saisir la grandeur du voyage qui attend Shio. C'est un manga avec énormément de personnalité et dont les valeurs prônées me sont particulièrement chères, comme la communication ou l'ouverture. Mitsui Izumi, avec cet hymne à la lecture, m'a transporté dans un monde qui n'a aucune limite et qui n'a eu de cesse de m'impressionner autant par ses ressorts scénaristiques que par son imagination.
C'est une épopée dédiée à la fois aux amoureux de la lecture, mais aussi aux amoureux de l'aventure, et qui ne peut que plaire. J'espère que vous avez aimé cet épisode, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.